Le jour où j'ai découvert que mon mari avait été assassiné, j'étais en train de ranger ses affaires pour Emmaüs. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît, car cette histoire va bouleverser votre vision du mariage et de la famille à jamais. Mes mains tremblaient en tenant cette boîte de lettres jaunies, cachée sous les lames du parquet de notre chambre depuis 50 ans. 50 ans de mariage que je croyais connaître par cœur. 50 ans pendant lesquels j'avais vécu avec un fantôme sans le savoir. La première lettre était datée de 1973, un mois après notre lune de miel à Nice. L'écriture était celle de Pierre, le frère de mon défunt époux Henri. Une écriture que je connaissais bien pour l'avoir vue sur tant de cartes d'anniversaire, d'invitations familiales, de petits mots affectueux. Mais cette fois, les mots n'étaient pas affectueux. Ils étaient brûlants. Ma chère Colette, tu ne liras jamais cette lettre, comme tu n'as jamais lu les autres. Henri s'en assure. Mais je dois continuer à t'écrire, même si mes mots ne t'atteindront jamais. Tu es si belle quand tu ris, si radieuse quand tu ne sais pas qu'on t'observe. Henri ne te mérite pas. Il ne t'a jamais mérité. Mon cœur s'est mis à battre comme un tambour déréglé. 73 ans, et c'était la première fois que je découvrais que quelqu'un m'avait aimé en silence pendant un demi-siècle. Quelqu'un qui était là, à chaque repas de famille, à chaque Noël, à chaque fête. Pierre, avec ses yeux doux et ses attentions constantes que Henri balayait d'un « Tu connais mon frère ?» Il est un peu bizarre. Je me suis assise sur le lit conjugal, celui-là même où Henri avait rendu son dernier souffle il y a 3 mois, et j'ai continué à lire. Lettre après lettre, année après année, je découvrais une passion dévorante, un amour obsessionnel qui m'était destiné mais qui ne m'était jamais parvenu. 1975, Henri intercepte encore tes appels. Quand tu téléphones et qu'il me dit que tu veux lui parler, je sais que c'est faux. Tu voulais me parler à moi, n'est-ce pas? Tu ressentais cette connexion, cette complicité entre nous. 1982, il t'a encore fait pleurer. Je l'ai vu à travers la fenêtre de la cuisine, comme tu essuyais tes larmes en préparant le dîner. J'aurais voulu entrer, te prendre dans mes bras, te dire que tu mérites mieux que ces colères froides. 1987, je ne peux plus supporter de te voir dépérir à ses côtés. Henri ne te voit même plus. Il rentre, mange, lit son journal et va se coucher. Moi, je remarque quand tu changes de coiffure, quand tu portes cette robe bleue que j'aime tant, quand tes yeux brillent d'une tristesse que personne d'autre ne semble voir. Mes doigts se sont crispés sur le papier. Comment avais-je pu être si aveugle? Pierre était effectivement toujours là. Toujours présent aux moments difficiles, toujours avec un mot gentil, un compliment discret, une attention particulière. Je pensais qu'il était simplement un beau-frère attentionné. Je ne voyais pas l'amour désespéré qui consumait ses gestes les plus anodins. Puis j'ai trouvé la lettre de 1994. Celle qui a tout changé. Ma Colette bien-aimée, j'ai pris une décision. Henri ne peut plus continuer à t'empêcher d'être heureuse. Il ne peut plus te voler les lettres que je t'écris, intercepter mes appels, mentir sur mes intentions. Si tu savais combien de fois j'ai voulu te parler, combien de fois il m'en a empêché. Mais il y a une solution. Une solution qui nous libérera tous les deux. Les mots suivants m'ont glacé le sang. Son médecin lui a prescrit de nouveaux médicaments pour sa tension. Des comprimés blancs qu'il prend chaque matin avec son café. Il suffirait de si peu de choses pour que son cœur fatigue davantage. Quelques herbes dans sa tisane du soir, quelques ajustements dans ses doses. Qui soupçonnerait le frère dévoué qui s'occupe si bien de lui depuis sa crise cardiaque? Ma vision s'est brouillée. La chambre tournait autour de moi comme une toupie déréglée. Pierre. Pierre qui venait tous les jours pendant la maladie d'Henri. Pierre qui préparait ses tisanes, qui vérifiait ses médicaments, qui insistait pour que je me repose pendant qu'il s'occupait de tout. Ne t'inquiète pas, ma chérie, m'avait-il dit après l'enterrement, ses mains chaudes sur mes épaules tremblantes. Je serai toujours là pour toi. Henri aurait voulu que je prenne soin de toi. J'ai fouillé fébrilement dans les dernières lettres. 1995, 1996, 1997. Le ton changeait.
Pierre devenait plus confiant, plus précis dans ses descriptions. Sa toux s'aggrave. Le médecin ne comprend pas pourquoi sa tension ne se stabilise pas malgré les traitements. Moi, je sais. Chaque tisane que je lui prépare nous rapproche un peu plus de notre liberté. Il s'affaiblit de jour en jour. Tu t'en occupes avec tant de dévouement, ma douce Colette. Si tu savais que chaque geste de tendresse que tu lui accordes me déchire le cœur. Bientôt, tu n'auras plus à jouer la comédie de la bonne épouse. Bientôt, tu pourras enfin m'aimer au grand jour. La dernière lettre était datée d'une semaine avant la mort d'Henri. Demain, j'augmenterai la dose. Son cœur ne tiendra plus très longtemps. Dans quelques jours, tu seras libre, et nous pourrons enfin être ensemble. Je t'aime, Colette. Je t'ai toujours aimé. Et bientôt, tu le sauras. J'ai laissé tomber la lettre. Mes mains tremblaient si fort que le papier voltigeait comme une feuille d'automne. 50 ans. 50 ans de mariage avec un homme que j'aimais sincèrement, malgré ses défauts, malgré ses silences, malgré sa froideur parfois. 50 ans pendant lesquels son propre frère orchestrait sa mort lente et méthodique. Et moi qui pleurais sa disparition, qui me sentais coupable de ne pas avoir assez pris soin de lui, qui remerciait Pierre chaque jour de son aide précieuse. J'étais la complice involontaire de cette mascarade monstrueuse. Les souvenirs affluaient maintenant avec une clarté terrible. La façon dont Pierre me regardait aux enterrements, avec cette tendresse que je prenais pour de la compassion fraternelle. Ses visites quotidiennes après la mort d'Henri, ces tentatives maladroites de rapprochement que je repoussais gentiment, pensant qu'il était simplement perturbé par la mort de son frère. « Laisse-moi t'emmener dîner, Colette. Henri n'aurait pas voulu que tu restes seule. Tu es si courageuse, si belle malgré la douleur. Henri avait de la chance de t'avoir. J'aimerais prendre soin de toi, comme j'aurais dû le faire depuis longtemps. » Chaque phrase prenait maintenant un sens nouveau, glaçant. Pierre ne consolait pas une veuve éplorée. Il courtisait la femme qu'il avait libérée en tuant son mari. Je me suis levée, chancelante, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dans le jardin d'en face, Pierre était en train de tailler ses rosiers, comme tous les dimanches depuis 20 ans. Il a levé les yeux vers ma fenêtre et m'a fait un petit signe de la main, ce sourire tendre que je connaissais si bien illuminant son visage. Pour la première fois, j'ai vu ce sourire tel qu'il était vraiment. Non pas l'affection d'un beau-frère attentionné, mais le sourire satisfait d'un homme qui avait enfin obtenu ce qu'il désirait. Le sourire d'un assassin qui contemplait le fruit de sa patience. Mon téléphone a sonné. C'était lui. « Bonjour ma chère Colette. Je pensais t'emmener déjeuner aujourd'hui. Il fait si beau, et tu sembles si triste ces derniers temps. » Sa voix était douce, prévenante. La même voix qui m'avait réconforté pendant les derniers mois de la maladie d'Henri. La même voix qui avait murmuré des paroles d'encouragement pendant les nuits difficiles où je veillais mon mari agonisant. « Pierre, ai-je dit d'une voix que j'espérais normale. J'aimerais te parler. Peux-tu passer ? » « Bien sûr, ma chérie. J'arrive tout de suite. » J'ai raccroché et j'ai regardé les lettres éparpillées sur le lit. 50 ans de secrets, de mensonges, de manipulations. 50 ans d'un amour fou qui s'était mué en obsession meurtrière. Dans 10 minutes, Pierre serait là. Pierre qui avait tué mon mari par amour pour moi. Pierre qui avait passé un demi-siècle à tisser sa toile autour de nous, patient comme une araignée, attendant le moment parfait pour éliminer celui qui se dressait entre nous. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre qu'on a été aimé au point qu'un homme tue pour vous? Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise que chaque geste de tendresse reçu depuis 3 mois était empoisonné par le crime qui l'avait rendu possible? J'ai ramassé les lettres une à une. L'encre avait pâli, mais les mots restaient nets, accusateurs. 50 ans de preuves d'un amour devenu folie, d'une patience devenue meurtrière. Pierre venait de sonner à la porte. J'avais le choix. Porteur ces lettres au commissariat et révéler la vérité. Ou les brûler dans la cheminée et emporter ce secret dans ma tombe, comme Henri avait emporté le sien. Mais en descendant l'escalier pour ouvrir la porte, une question me taraudait. Si Pierre avait été capable de tuer son propre frère par amour pour moi,
Qu'est-ce qu'il serait capable de faire si je le rejetais maintenant qu'il croyait enfin pouvoir m'avoir? La poignée a tourné dans ma main. Pierre se tenait sur le seuil, un bouquet de roses à la main, ses yeux brillant d'un bonheur qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Ma chère Colette, a-t-il murmuré en me tendant les fleurs. Je sais que c'est encore tôt, mais je ne peux plus attendre. Il faut que tu saches à quel point je t'aime. » Les roses sentaient exactement comme celles qu'Henri m'offrait chaque anniversaire de mariage. Et c'est à ce moment-là que j'ai su ce que j'allais faire.